Ici Charles Tisser. Bienvenue à cette 29e saison de Découverte. Ce soir, à Découverte, les pitbulls sont-ils vraiment plus dangereux que les autres chiens? Le regard de la science. Les activités humaines laissent-elles des traces dans les archives de la Terre? Sommes-nous à l'origine d'une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène? La réflexion de l'astronaute Judy Payette. Le Canada verdit, un phénomène causé par les changements climatiques. Et les recherches québécoises sur un vaccin qui pourrait prévenir les allergies chez les enfants. Depuis des mois, le sujet des pitbulls interpelle le public. Après des attaques dramatiques survenues dernièrement, on se demande s'il faudrait bannir ce type de chien de nos villes. Selon certains, les pitbulls seraient plus dangereux que tous les autres chiens. De part et d'autre, des groupes de pression s'affrontent pour défendre ou condamner les pitbulls. Mais qu'est-ce qu'en dit la science? Le pitbull. On dit de ce chien qu'il est violent, agressif, féroce, combatif, qu'il attaque sans prévenir, qu'il ne lâche pas prise, qu'il cause des dommages plus sévères que n'importe quel autre chien, et que son passé de chien de combat le rend dangereux pour les humains. Le docteur Martin Godbout est spécialiste en médecine vétérinaire comportementale. Il traite régulièrement des chiens agressifs. Lorsqu'un pitbull attaque, ce qu'on remarque dans la plupart des cas, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une attaque de prédation. Donc, dans les attaques de prédation, c'est là où on va avoir des attaques qui sont souvent spectaculaires. On parle de tuer une proie, vous comprenez? Donc, on n'aura pas, dans ce cas-ci, d'avertissement. Plusieurs chiens peuvent démontrer de la prédation. Donc, puis c'est pas tous les chiens qui vont le montrer dans un contexte inapproprié. D'où le pitbull tient-il cet instinct de prédation? Tout commence au 19e siècle, en Grande-Bretagne, quand des éleveurs croisent le bulldog anglais, un chien robuste utilisé dans des combats contre des taureaux et des ours, et le terrier anglais, un chien agile qui chasse les rongeurs. Cette combinaison donne naissance au bull terrier et aux différents types de pitbull. Car le pitbull n'est pas une race. Ce terme est généralement utilisé pour décrire 3 races de chiens. Le pitbull terrier américain, le terrier américain du Staffordshire et le bull terrier du Staffordshire. Certains y ajoutent aussi une autre race plus trapue qui voit le jour dans les années 90, l'American Bully. La robustesse des bulldogs et l'agilité des terriers fait des pitbulls les chiens idéaux pour les combats au 19e siècle. Quelques décennies plus tard, les combats de chiens ont été bannis. Le pitbull terrier américain est alors devenu un emblème national. Il est même décoré pour avoir sauvé des vies durant la Première Guerre mondiale. Mais les combats clandestins n'ont jamais complètement disparu. Dans les années 70, ils regagnent en popularité. Le pitbull devient le chien préféré des gangs de rue. C'est à cette époque que les attaques de pitbull se multiplient. Juin 1987. James Soto, 2 ans, est tué par un pitbull qui gardait des plants de marijuana. Son histoire fait le tour du monde. La réputation de chien méchant du pitbull atteint alors son paroxysme. Mais avant le pitbull, plusieurs autres races ont longtemps été perçues comme les plus dangereuses. À travers les 50 dernières années aux États-Unis, les bergers allemands, les Saint-Bernard, les Doberman et les Rottweiler ont tour à tour été considérés comme les chiens les plus violents, ceux qui faisaient le plus de victimes. Depuis, le pitbull les a tous détrônés. Aujourd'hui, une question se pose. Faut-il bannir les pitbulls? Un chiffre est souvent cité à l'appui. Plus de 60% des attaques graves seraient causées par des pitbulls. Mais ce chiffre est-il fiable? Il provient en fait non pas d'articles scientifiques, mais de 2 sites web anti-pitbull, Animals247 et Dogsbite.org. Ces sites ont été dénoncés par des experts car ils comportent des erreurs et ne recensent qu'une infime portion des attaques faites aux États-Unis.
Il existe pourtant des études scientifiques crédibles sur les morsures de chiens. La chercheuse en médecine vétérinaire Karen Overall de l'Université de Pennsylvanie a analysé toutes les études de statistiques de morsures publiées entre 1950 et 2000. En résumé, si les bergers allemands étaient populaires une année, il y avait beaucoup de morsures de bergers allemands. Mais avec le temps, les blessures catastrophiques sont devenues de plus en plus souvent liées au pitbull. Son constat, selon l'année et la région étudiée, différentes races arrivent tour à tour en première position. Le berger allemand, le rottweiler, le chow chow, le collie, le retriever et de plus en plus souvent, le pitbull. Ces dernières années, des études américaines ont indiqué que les chiens de type pitbull ont causé plus de blessures que les autres chiens. Mais le portrait est différent de ce côté-ci de la frontière. Dans les études canadiennes, les pitbulls ne sont pas en tête. Une étude de l'Université de l'Alberta sur les morsures de chiens sur les enfants entre 1998 et 2002 montre que les rottweilers sont responsables de la majorité des blessures, soit 29 %, suivis par les bergers allemands avec 15 %, les huskies 7 % et finalement les pitbulls et les collies, impliqués chacun dans 5 % des cas. Une étude de l'Université du Manitoba portant sur les décès causés par des chiens au Canada entre 1990 et 2007 a établi que les chiens nordiques, comme les huskies, avaient causé 29 % des attaques mortelles, les rottweilers 11 % et les pitbulls 4 %. Si on regarde au Québec, les morts qu'il y a eu dans les 30 dernières années, si je ne me trompe pas, on a eu 6 décès sur le territoire québécois dans les 30 dernières années. Un seul a été attribué à un pitbull. La plupart des autres étaient attribués à soit des huskies ou des malamutes. Mais aucune des études qui recensent les morsures de chiens n'est parfaite. Souvent, les seules données disponibles sont les rapports médicaux d'hôpitaux ou encore les mentions d'attaques dans les médias. Ce qui semble le plus évident lorsqu'on regarde les différents épisodes, c'est que les attaques de pitbull semblent plus violentes que les autres. Donc ça amène un sensationnalisme qui souvent va faire que les médias vont en parler de façon beaucoup plus exagérée qu'on retrouvait dans une autre race finalement. Dans les rapports d'hôpitaux, la race n'est pas toujours connue. Une étude menée en Californie sur plus de 1000 cas de morsures a montré que seuls 12 % des victimes avaient pu identifier la race du chien qui les a mordus. Ce qu'on se rend compte, c'est que la race avait été décrite par la victime. Donc, lorsqu'on se fait attaquer, si quelqu'un se faisait attaquer ces temps-ci, le chien, il avait l'air d'avoir une taille assez forte puis une masse musculaire assez importante. Je suis pas mal convaincu que le monsieur dirait ou la madame dirait « Je me suis fait mordre par un pitbull ». Même les experts canins se trompent, comme l'ont démontré plusieurs études. Dans une étude de l'Université de la Floride, des employés de refuges animaliers ont identifié 52 % des chiens présentés comme étant des pitbulls, alors que seulement 21 % avaient de l'ADN de pitbull. En réalité, plus d'une dizaine de races de chiens ont l'apparence de pitbull. Par exemple, le bulldog américain, le dog argentin, le dog des Canaries, le dog de Majorque, le cane corso et le bourboule. Ces chiens ont pourtant des origines différentes et des bagages génétiques différents. Cela dit, les pitbulls ont-ils une agressivité innée? Depuis 10 ans, le chercheur James Serpell de l'Université de Pennsylvanie a recueilli et analysé les données sur les comportements de plus de 30 000 chiens de 300 races différentes. Son constat, les pitbulls se classent dans la moyenne au niveau de l'agressivité envers les humains. Les races les plus agressives envers les humains sont généralement les races qui ont été utilisées comme chiens de garde. Par exemple, les bergers allemands et les rottweilers. Mais les pitbulls, malgré leur réputation, ne sont pas anormaux au niveau de leur agressivité envers les étrangers. Ils sont dans la moyenne. Le seul contexte dans lequel les pitbulls sont plus agressifs était envers les autres chiens.
De plus, il a été démontré que le comportement dépend beaucoup plus de l'environnement que des gènes. Karen Overall a également mené des recherches sur la génétique et le comportement des chiens. Je peux vous montrer des retrievers qui pourraient mourir avant de rapporter quoi que ce soit. Je peux vous montrer des chiens de berger, et j'en ai 2, à qui vous montrez un mouton et ils partent dans l'autre direction. Tout le monde pense que le comportement des chiens est déterminé par leur race. Mais c'est comme de dire, si vous êtes allemand, vous ferez X. Si vous êtes français, vous ferez Y. Et si vous êtes anglais, vous ferez Z. Mais c'est un mythe chez les chiens. C'est le plus grand mythe que je combats depuis 25 ans. Le comportement d'un chien n'est pas déterminé par sa race. Ce n'est pas le cas. Ce qui va faire que le comportement s'exprime, oui, la génétique doit être présente. L'environnement doit aussi être propice à l'expression de ce gène-là. Donc, il y a plusieurs générations de chiens qui ont passé. Est-ce que, parce qu'ils ont été sélectionnés au départ pour de l'agression, tous les chiens qui ont été sélectionnés pour ça sont agressifs aujourd'hui? Totalement pas. Chose certaine, lorsqu'ils attaquent, les chiens de type pitbull causent des blessures graves. Ils ont une mâchoire imposante et ils mordent avec force. Mais sont-ils différents des autres chiens de la même taille? C'est un chien puissant. Il est fort et il a beaucoup d'énergie. Alors, quand il mord, c'est un problème. Mais il y a beaucoup d'autres chiens qui peuvent vous infliger une morsure désagréable. En fait, des études ont comparé la force de morsure de certaines races. Et il y a bien d'autres races avec une morsure plus puissante que celle du pitbull. Des études de l'Université Guelph en Ontario ont confirmé que la force de la morsure du chien est proportionnelle à la taille de son crâne. C'est aussi ce qu'a démontré le zoologiste Brady Barr en mesurant la pression exercée par la mâchoire de 3 chiens. Pour le pitbull, la pression de la mâchoire a atteint 235 livres par pouce carré. Pour le berger allemand, 238 livres par pouce carré. Mais le Rottweiler a mordu avec une pression de 328 livres par pouce carré, presque 1,5 fois celle du pitbull. Tous les gros chiens ont donc la capacité de causer des blessures catastrophiques, tant au Québec qu'ailleurs. Récemment, un pitbull a défiguré la jeune Vanessa Biron, tandis qu'un autre chien a attaqué mortellement Christiane Vadnais. En 2005, c'est un labrador qui a arraché le visage de la Française Isabelle Dinoir au point où elle a dû subir une greffe complète du visage. En 2012, en Caroline du Sud, un croisement de Golden Retriever et de Labrador a arraché les jambes d'un bébé de 2 mois pendant son sommeil. Donc oui, il y a des chiens qui sont prédisposés. Il y a des grandes tendances, si on veut, mais pas à s'attaquer à des humains ou à d'autres chiens de façon violente, à créer des décès ou des blessures sévères. C'est là où il faut faire la nuance entre... Il y a des races, oui, qui ont des tendances à la prédation. Par contre, il y a des individus qui sont atypiques. Il y a des individus qui causent des dommages très importants qui font suite à une séquence d'agression qui est totalement anormale et pathologique. Les études sur la génétique et le comportement démontrent qu'il n'y a pas de race fondamentalement dangereuse, mais il y a des chiens dangereux qui font beaucoup de dommages. Alors, comment régler ce problème? Après la pause, des pistes de solutions. On le voit dans sa posture, qui est pas bien, là, très raide, la queue très basse. Dans sa clinique, le docteur Martin Godbout traite toutes sortes de chiens qui ont des troubles de comportement. Vous voyez, déjà, il m'avertit en grognant.
ce que je voudrais démontrer... Il a même failli être mordu par un boxeur lors d'une de ses évaluations. Un chien qui réagit de façon anormale, donc un chien qui est pathologique, on ne peut pas se fier sur ce genre de chien-là pour suivre les règles canines. Donc, les règles de donner un avertissement, grogner. C'est là où on voit que c'est totalement exagéré, encore une fois, pour la situation. C'est exactement ça quand on parle de pathologie. Il y a deux raisons principales qui poussent un chien à mordre un humain. Cela peut être pour exprimer un inconfort. C'est ce qu'on appelle une attaque de distancement. Dans ces cas, le chien peut montrer les dents, grogner et mordre, généralement sans percer la peau. Les enfants sont souvent victimes de ce genre d'attaques qui sont parfois le résultat d'un manque de précaution de la part des propriétaires du chien. Regardez le jeune enfant, il est dans le bol de nourriture, il y a deux chiens à côté. On sait très bien qu'on ne devrait pas faire ce genre de choses-là. Même si les chiens ne sont pas agressifs, ce qui pourrait arriver, c'est que les chiens pourraient être agressifs entre eux, puis le bébé étant là, ça devient ce qu'on appelle l'agression redirigée. Donc le chien va aller attaquer l'enfant parce que l'autre chien le fait réagir. Comprenez-vous que les gens prennent des risques qui sont incroyables parce que c'est un labrador? Le chien, s'il se réveille en sursaut, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-ci? Dans d'autres cas, le chien attaque par prédation. Il s'en prend à l'humain comme à une proie. C'est dans ces cas que l'on observe les blessures les plus graves. Souvent, le chien va commencer par fixer. Il est très raide, très rigide, et puis par la suite, va foncer directement sur la victime, attaquer violemment, souvent garder la morsure ou secouer. Puis c'est ce qui donne justement ces attaques spectaculaires qui peuvent causer la mort dans certains cas. Les agressions de prédation envers l'humain sont un comportement anormal, quelle que soit la race du chien. Qu'est-ce qui fait qu'un chien, éventuellement, peut devenir agressif envers un humain? Il y a plusieurs choses. Un, ça peut avoir été conditionné, donc on peut lui avoir appris à faire ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des maladies mentales où là, les chiens vont considérer une menace là où il n'y en a pas. Donc, quand on parle de maladie mentale, on parle souvent d'anxiété. Les pathologies chez les chiens peuvent être traitées par thérapie comportementale et parfois avec l'aide de médicaments. Ces troubles peuvent être présents dès la naissance, mais la manière dont le chien est élevé peut aussi entraîner un comportement agressif. C'est parfois dû à un manque de compréhension du langage canin. Lorsqu'on regarde les études qui ont été faites sur ces cas de mortalité, la plupart des gens savaient déjà que leur animal était agressif. Donc, dans plus de 35 des cas, le chien avait déjà mordu ou démontré des signes d'agression. C'est ce genre de choses-là souvent qu'on banalise encore aujourd'hui. On pense que le chien qui jappe parce que quelqu'un arrive à la porte, c'est normal, il défend son territoire, il nous défend. Oui, mais c'est quand même une première séquence d'agression. Certains propriétaires recherchent justement à avoir un chien menaçant. Plusieurs études ont établi des liens entre un chien agressif et un propriétaire agressif. Julien Santerre est éleveur de boules terriers du Staffordshire, des chiens de type pitbull. Il refuse parfois des acheteurs qui veulent un chien pour les mauvaises raisons. Il y en a qui vont m'approcher, ils vont dire Hey yo man, t'as-tu des pits? J'aimerais ça. On voit que c'est le tough typique qui veut un chien tough. Si la personne s'achète un chien pour avoir un chien tough, qui va l'élever en tough, il va le faire mordre, au pire des cas, qui va le faire dresser pour qu'il soit un mordeur, mais ça, c'en est une cause. Les éleveurs ont aussi une part de responsabilité. Lorsqu'une race devient très populaire, on voit apparaître plus de chiens avec des problèmes de comportement. Au Québec, on dit qu'on est la capitale des usines à chiots au Canada, mais il y a beaucoup d'usines à chiots. Puis les usines à chiots, eux autres, ils ne se soucient pas de la génétique. Ils peuvent aussi bien accoupler deux chiens agressifs ensemble ou des chiens très peureux. Malheureusement, la plupart des pitbulls qu'on voit dans les rues au Québec, c'est des chiens qui viennent d'endroits comme ça. Même si les combats de chiens sont illégaux, il arrive encore que des éleveurs privilégient l'agressivité dans la sélection de leurs chiens.
Si on s'attarde à la sélection pour un critère de prédation sévère ou de morsure sans lâcher, donc une morsure barrée, comme on appelle, en reproduisant ces chiens-là de plus en plus, éventuellement, on se retrouve avec un chien qui reproduit ce comportement-là de plus en plus fréquemment. Toutefois, c'est pas certain que tous les individus vont être comme ça. Par contre, si on prend une lignée, puis le but de la sélection, c'est ça, effectivement, qu'on peut avoir une race de chien qui est très dangereuse. Cependant, lorsque les éleveurs prennent les choses en main, la situation peut s'améliorer. C'est ce qui semble être arrivé avec le Doberman. Il avait une très mauvaise réputation dans les années 70. C'était un chien agressif qui mordait souvent. Mais il semble que le Club canin a pris le problème au sérieux et s'est efforcé de réduire ce trait de comportement chez la race. Mais devant les tragédies qui se succèdent, plusieurs villes et pays à travers le monde décident carrément de bannir des races de chiens. Le chercheur en écologie animale Alan Beck de l'Université Purdue en Indiana a témoigné en faveur de la loi ontarienne pour bannir les pitbulls. Même si les données ne sont pas très bonnes et sont imprécises, lorsque vous regardez le nombre de décès, il semble y avoir un risque disproportionné avec les pitbulls. J'ai voulu en témoigner quand la loi ontarienne a été proposée. Selon lui, c'était la bonne mesure à prendre puisqu'il estime qu'un trop grand nombre de chiens de type pitbull avaient des problèmes de comportement. Je crois que si nous pouvons développer de bons pitbulls fiables, alors il ne sera pas nécessaire de les éliminer. Selon moi, l'objectif est d'avoir des animaux qui peuvent vivre en sécurité avec les humains dans un milieu urbain. 10 ans plus tard, la population de pitbull en Ontario a diminué, mais les hospitalisations pour morsures de chiens ont augmenté de 39 %. La chercheuse en santé publique Felicia Trembath de l'Université d'Arizona s'est penchée sur l'efficacité des règlements qui bannissent ou qui encadrent la possession de certaines races de chiens. La plupart des règlements ciblent les pitbulls, mais d'autres incluent aussi ce qu'on appelle des races de combat, comme les dogs des Canaries, les dogs de Majorque, les Fila brasileiro, et d'autres chiens qu'on ne retrouve pas souvent en Amérique du Nord, mais qui sont entraînés pour le combat. Parfois, ces règlements incluent aussi les Rottweiler et les Doberman, mais c'est plus rare. Elle n'a trouvé que 5 études scientifiques à travers le monde sur l'efficacité de tels règlements. 3 de ces études, dont une à Vancouver, ont conclu que ces règlements n'ont eu aucun effet. Au Manitoba, les pitbulls sont bannis dans plusieurs municipalités depuis 1990. Selon une étude, le nombre d'hospitalisations dans ces municipalités est resté sensiblement le même 16 ans plus tard. En 2000, l'Espagne a pris une approche particulière. Aucune race de chien n'est bannie, mais la loi a encadré la possession d'une dizaine de races, dont les pitbulls, les doberman et les rottweiler, mais pas les bergers allemands. Pour se procurer un de ces chiens, les propriétaires doivent obtenir un certificat d'aptitude psychologique, avoir un casier judiciaire vierge et leur chien doit être muselé en tout temps. Dans la région de la Catalogne, les hospitalisations ont chuté de 38 %. Mais dans la région voisine de l'Aragon, ces mesures n'ont eu aucun effet, car dans cette région, avant l'entrée en vigueur de la loi, les chiens de type berger causaient presque 100 fois plus de blessures que les pitbulls. Lorsqu'on regarde l'efficacité de ces règlements pour réduire les blessures causées par les morsures de chiens, alors nous ne sommes pas vraiment en mesure de tirer des conclusions globales à partir des études publiées.
Mais pour plusieurs experts, la décision de bannir une ou plusieurs races ne s'attaque pas au cœur du problème. Je crois qu'en bannissant une race, on donne à la population un sentiment de fausse sécurité. En disant qu'une race est dangereuse, on la retire. C'est comme si on disait les autres ne sont pas dangereuses. Mais que ce soit un pitbull, que ce soit un rottweiler, que ce soit un doberman ou un golden retriever, donnez-nous quelques années, on peut créer des golden retrievers d'attaque qui vont être aussi dangereux que les pitbulls dans pas grand temps. Il y a un travail qui doit être fait auprès des propriétaires, il y a un travail qui doit être fait au niveau du secteur animalier, puis il y a un travail aussi qui doit être fait en tant que société. Un chien demeure un chien demeure un chien qui peut mordre, et puis ça, il faut le comprendre. Alors que plusieurs provinces et municipalités à travers le pays ont déjà tranché la question, le Conseil municipal de Montréal doit se prononcer prochainement sur le projet de règlement concernant les chiens dangereux. Et le gouvernement du Québec s'apprête aussi à déposer un projet de loi en ce sens. Après la pause, vers une nouvelle époque géologique, celle des humains. C'est un débat qui refait surface ponctuellement dans l'actualité. Doit-on ajouter un chapitre au livre de géologie, l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère humaine? Notre civilisation laisse-t-elle des traces jusque dans les archives de la Terre, au même titre que la tectonique des plaques ou les impacts de météorites? La question est fondamentale et elle divise les géologues. Quelques pistes de réflexion avec l'astronaute Julie Payette. On n'a que regarder autour de nous. Ici, sur Terre, on vit à l'ère des humains. Depuis notre apparition, il y a à peine quelques millions d'années, nous nous sommes accaparés la planète entière. On a modifié ses écosystèmes, ses océans, son atmosphère. Nous sommes de loin l'espèce dominante. Mais à l'échelle géologique, la question c'est de savoir si notre civilisation, nos activités, vont laisser des traces à long terme. Si l'humanité disparaissait demain matin, est-ce qu'un géologue du futur détecterait notre passage sur Terre? Ce n'est pas certain. Les villes, les routes, les barrages, on pense que ce sera là pour toujours. Mais ça ne résisterait que quelques milliers d'années. L'érosion finirait par tout réduire en poussière, comme si rien ne s'était passé. Pour les géologues, ce qui est important, ce sont les événements marquants qui perdurent dans les roches pendant des millions d'années. L'histoire de la Terre s'échelonne sur 4,6 milliards d'années. Grâce aux sédiments qui s'accumulent et aux fossiles qu'ils emprisonnent, on peut découper cette histoire en chapitres. Ce sont les périodes géologiques. Un exemple célèbre, le Jurassique, une époque dominée par les dinosaures. En ce moment, on vit au Quaternaire, une période marquée par une série de grandes glaciations, mais aussi par l'apparition du genre humain. À l'intérieur du Quaternaire, il y a des subdivisions. Celle dans laquelle nous sommes, c'est l'Holocène, qui a commencé il y a moins de 12 000 ans avec la fin de la dernière glaciation. C'est aussi le début de l'agriculture, de l'élevage, des sociétés organisées. Mais jusqu'à tout récemment, l'influence de l'humanité restait assez limitée. Maintenant, avec la révolution industrielle et l'augmentation de la population, le débat de l'heure, c'est de savoir si on est entré dans une nouvelle période, l'Anthropocène. Avons-nous laissé suffisamment de traces? Pour un géologue du futur, un des indices de notre présence se trouverait dans les fossiles, à commencer par nos propres squelettes. On est plus de 7 milliards d'individus. Juste en biomasse, l'humanité pèse 10 fois plus lourd que tous les mammifères sauvages terrestres réunis. Et si on met dans la balance nos 4 milliards d'animaux d'élevage, c'est 35 fois plus que le reste. Résultat, les fossiles qu'on va laisser dans les couches géologiques seront composés presque uniquement de nous et des animaux qui nous servent. Autre indice, c'est le pollen des plantes qui se fossilise bien. Depuis 12 000 ans, l'humanité transforme les forêts en immenses champs où on cultive un nombre très limité de plantes comme le maïs, le blé et le riz. Cette chute de diversité, les géologues pourront la lire dans le pollen conservé dans les sédiments. Un autre indice de notre passage, ce sont les matériaux qu'on a inventés, ceux qui n'existaient pas avant nous. C'est le cas du plastique. Aujourd'hui, il y en a partout, et on devrait en voir la trace pendant très longtemps.
Il y a aussi l'aluminium, qu'on ne retrouve pas dans la nature sous la forme qu'on connaît. Si on trouve de l'aluminium, c'est que quelqu'un l'a fabriqué. Il ne faut pas oublier les tests nucléaires. Ils ont créé des variétés de plutonium qui sont quasi inexistantes dans la nature et qu'on peut détecter pendant très longtemps. Mais pensez-y bien. Ce qui caractérise peut-être le plus notre époque, c'est l'utilisation massive de combustibles fossiles. Pétrole, gaz, charbon. Leur combustion laisse une mince couche de suie sur toute la planète. Et le CO2, en plus de réchauffer le climat, rend les océans plus acides, ce qui se reflète dans la formation des coraux. C'est une perturbation qui pourrait se traduire dans les sédiments et les fossiles marins. L'Anthropocène mérite-t-elle sa place parmi les périodes géologiques? C'est sûr, depuis quelques décennies, tout s'accélère. La population explose, la production agricole aussi, les industries, les transports, les technologies. Nos progrès ont de quoi donner le vertige. Alors, est-ce que l'humain va laisser une empreinte indélébile de son passage? Peut-être. Ça dépend de la longévité de notre civilisation. L'histoire de la Terre s'écrit à coups de millions d'années. La nôtre vient tout juste de commencer. Et elle est loin d'être finie, à condition bien sûr de ne pas faire de trop grandes bêtises. Ici Julie Payette. Longue vie et prospérité. Le Canada verdit et l'Alaska aussi. La cause, les changements climatiques. Les images satellites de la NASA en témoignent. Cette carte résume 30 ans d'évolution de la végétation entre 1984 et 2012. Les régions représentées en vert sont celles où la végétation s'est densifiée, en brun, là où elle s'est dégarnie. C'est juste au nord de la forêt boréale que le changement est le plus marqué. D'abord parce que plus on s'approche des pôles, plus le réchauffement climatique est important. Aussi, on y retrouve un écosystème sensible aux températures, la toundra arbustive. Les arbustes bénéficient particulièrement de l'allongement de la saison de croissance. Ils grandissent, verdissent et prennent pied dans la toundra herbacée plus au nord. En tout, en à peine 30 ans, la végétation s'est densifiée sur le tiers du territoire. Au contraire, plus au sud, la forêt boréale a en général stagné, en gris. Elle a même régressé dans les zones représentées en brun, soit sur 3% de l'ensemble du territoire. Ce déclin de sa productivité est en partie attribuable à une baisse de l'humidité. De plus, la limite nordique des arbres n'a pratiquement pas migré. Et puis, il y a cette zone au nord du Québec. Elle se démarque comme étant la région qui a le plus verdi au Canada pendant ces dernières décennies. Les chercheurs de la NASA ignorent les raisons exactes de cette croissance soudaine, mais les scientifiques québécois émettent une hypothèse. Le nord du Québec a longtemps été une exception climatique, une enclave épargnée par le réchauffement, jusque dans les années 1990, quand les températures ont brusquement grimpé. Ce verdissement accru pourrait être lié à ce réchauffement tardif. Ces nouvelles connaissances, nous les devons entre autres à la constance et au regard perçant de 2 satellites américains, Landsat 5 et Landsat 7. Leurs instruments de mesure étaient en tout temps braqués sur la Terre. Ils ont offert aux scientifiques 87 000 images, prises à une résolution ultra fine, où chaque pixel représentait un carré de 30 mètres par 30 mètres au sol. C'est la première fois que nous avons un regard à ce point détaillé sur l'évolution de la végétation canadienne. Une somme de données gigantesque qui donnera matière à réflexion aux scientifiques et peut-être à d'autres aussi. Après la pause, un vaccin contre les allergies. Entre 20 et 30% des Canadiens souffrent d'allergies. Un simple pollen peut irriter leur voie respiratoire. Un fragment d'arachide peut s'avérer mortel.
Au Centre universitaire de santé McGill, une équipe travaille à mettre au point un vaccin pour prévenir les allergies chez les enfants. Les réactions au pollen, à la poussière ou aux arachides pourraient bientôt être révolues. Tout avait bien commencé. Vous êtes né en parfaite santé, la vie vous souriait. Jusqu'au jour où des substances en apparence inoffensives se sont mises à vous agresser. Herbe à poux, poils de chat, produits laitiers. Vous faites partie des 30 % de Canadiens qui souffrent d'allergies. Au meilleur des cas, vos symptômes se limitent au picotement des yeux et à l'écoulement nasal pendant la saison des pollens. Au pire, une simple poussière d'arachide peut mettre votre vie en danger. À l'hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill, la docteure Christine McCusker voit des jeunes patients qui souffrent d'allergies. Pour soulager leurs symptômes, elle leur prescrit des antihistaminiques, des bronchodilatateurs ou des auto-injecteurs d'épinéphrine. Mais rien dans l'arsenal thérapeutique ne permet d'enrayer la maladie. Cela pourrait changer, car dans son laboratoire, la docteure McCusker a découvert une molécule capable de stopper les allergies. Il s'agit d'un peptide, un fragment de protéine baptisé STAT6-IP. On pourrait guérir et prévenir les allergies. C'est vraiment fabuleux. Toutes les allergies, peu importe leur gravité, enclenchent le même mécanisme biologique. Un allergène, que ce soit un fragment de pollen ou d'arachide, pénètre dans le corps, le plus souvent par le nez ou par la bouche. Aussitôt, des cellules du système immunitaire qu'on appelle les cellules dendritiques sont envoyées pour jauger l'intrus. Elles relaient les informations à un second type de cellules, les lymphocytes T, qui déterminent si l'allergène représente un danger. En temps normal, le système immunitaire laisse passer l'intrus. Mais chez une personne allergique, l'alerte est lancée. Le système immunitaire déclenche une cascade de réactions biochimiques. En bout de ligne, on assiste à la production d'histamine, responsable de l'écoulement nasal et des éternuements, et de plusieurs autres molécules qui peuvent gêner la respiration ou même provoquer la chute de la pression artérielle. C'est un effet domino. Une première cellule parle à une seconde cellule qui partage l'information avec une troisième. Les allergies me font penser au jeu du téléphone arabe. À un certain moment dans la chaîne de communication, il y a un malentendu. Les cellules se mettent alors à propager le mauvais message. Les médicaments qui sont actuellement sur le marché agissent sur les derniers maillons de la chaîne, les derniers dominos. Les antihistaminiques, par exemple, empêchent la production d'histamine et réduisent l'écoulement nasal. Le peptide découvert par la docteure McCusker, lui, agit en amont, au tout début de la chaîne. Il influence la communication entre la cellule dendritique et le lymphocyte T. Ce faisant, il empêche le système immunitaire de s'emballer. Pour tester le peptide, l'équipe de recherche en a déposé quelques gouttes dans le nez de souriceaux nouveau-nés qui étaient génétiquement prédisposés à souffrir d'allergies. À 6 semaines, l'équivalent de l'adolescence chez l'humain, les rongeurs ne présentaient aucune réaction lorsqu'on les exposait à des allergènes. Picked up the animals, and we just drop a little bit of liquid just in their nose, and that's it. So there's no injection. On n'a pas eu besoin de faire une injection ou quelconque intervention invasive. On a simplement mis une goutte de liquide dans leur nez. Cela a été suffisant pour décourager le système immunitaire d'emprunter la voie allergique et lui faire prendre le chemin de la tolérance. En faisant cette simple suggestion au système immunitaire, très tôt dans la vie, on peut prévenir les allergies. S'il s'avère efficace chez les humains, le peptide pourrait donc servir de vaccin chez les enfants. Il pourrait même servir au traitement des patients déjà malades.
On s'est demandé si le peptide pouvait soulager les personnes chez qui les allergies sont déjà installées. La réponse est oui. Du moins, chez les souris souffrant d'asthme et de rhinite allergique, les symptômes ont complètement disparu. Même s'il agit sur le système immunitaire, le peptide n'empêche pas le corps de se défendre contre les vraies menaces, comme les virus du rhume ou de la grippe. Lorsqu'une substance indésirable se présente, le corps doit réagir. Bloquer complètement le chemin de la défense immunitaire n'est pas envisageable. Tout ce qu'on a fait, c'est rééduquer le système immunitaire. On lui dit, si l'inconnu est un allergène, un pollen, laisse-le passer. Mais s'il est réellement menaçant, si c'est un parasite, par exemple, vas-y, attaque-le. Jusqu'à maintenant, le peptide a fait ses preuves contre l'asthme et la rhinite allergique. Toutefois, les scientifiques croient qu'il pourrait être efficace contre tous les types d'allergies. On fait actuellement des essais pour les allergies alimentaires et les allergies cutanées. En principe, étant donné que la réaction immunitaire est la même, peu importe le type d'allergène, ça devrait fonctionner. L'Université McGill a obtenu un brevet pour le peptide et octroyé une licence à une compagnie pharmaceutique américaine qui doit réaliser des essais cliniques chez les humains. Christine McCusker a bon espoir de pouvoir un jour l'administrer à ses patients. D'abord et avant tout, je suis médecin. Je soigne des enfants qui souffrent d'allergies. Mon rêve, c'est d'utiliser ce peptide pour les aider. Le potentiel est énorme. Si tout va bien, je pourrais me retrouver au chômage. Je trouverai autre chose à faire. Après la pause, Fort McMurray, un aperçu. La semaine prochaine, Fort McMurray. Que s'est-il passé? Fort McMurray est une ville pétrolière située à 400 km au nord d'Edmonton, la capitale de l'Alberta. Érigée au cœur de la forêt boréale, cette communauté est entourée de conifères, principalement d'épinettes. Pour le feu, ces arbres à aiguilles représentent un carburant de haute qualité. Ils brûlent jusqu'à 10 fois plus vite que les feuillus. Fort McMurray, dimanche prochain, à découverte. Et 2 autres rendez-vous scientifiques à ne pas manquer, les années-lumière, le dimanche à midi sur ICI Radio-Canada Première et la Zone Science sur iciradiocanada.ca/science. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.